C'est l'autre. Si je prends ensuite. Voilà, ok. Donc, je dis, je vais commencer d'abord par faire une présentation de ce que c'est Curanova, parce que je pense que c'est quand même important pour Jérôme Michel qui commence, parce que c'est vraiment devenu un des fondements chez nous ici. Et puis, on va parler de manière générale de la constitution du capital pension avec la question du taux de remplacement et de la règle des 80% en général. Et puis, on va l'appliquer plus précisément sur l'OIP et la CPTI en mettant les différences de la règle de 80% en évidence en fonction du type de produit. Et puis, on terminera par une spécificité Curadia dans le calcul de la règle des 80%. Alors, Curanova, ça fait appel, c'est un modèle de calcul des intérêts des contrats d'assurance. Il y a classiquement en Belgique, il y a un modèle qui est le modèle qu'on appelle le modèle classique, qui est ce qu'on appelle aussi, même dans la législation, le modèle de calcul des intérêts avec garantie horizontale. C'est une dénomination qui se retrouve notamment dans la loi de décembre 2015, qui est d'application pour les employee benefits, donc les assurances groupe employés. On utilise aussi le terme de système de calcul des intérêts avec individualisation des primes. C'est ce qui est pratiqué par la toute grande majorité des compagnies d'assurance en Belgique. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Il faut savoir, dans d'autres pays, les autres modèles sont parfois beaucoup plus utilisés. Alors, le principe du système à garantie horizontale, c'est qu'on fixe un taux d'intérêt au moment où la prime est versée et on garde ce taux d'intérêt jusqu'à la fin du contrat. Alors, il y a un jour quelqu'un qui a fait une très belle présentation, comment expliquer le système de garantie horizontale ou à l'individualisation des primes, c'est-à-dire qu'on a des primes qui sont versées à des moments différents. Ici, c'est des années, parce que c'est des prix repiqués à la slide qu'on utilisait avant dans les présentations pour les futurs prestataires de soins, à des moments différents. Et on va avoir des taux qui ne sont pas d'office différents d'année en année. Ici, on avait dans l'exemple, on utilisait des taux différents, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a eu des moments où on a eu des grandes volatilités dans les taux d'intérêt appliqués sur les contrats d'assurance. Ici, on est dans un régime un peu plus smooth depuis 2-3 ans. On était descendu très bas dans les années 2019-2020 et remonté bien que la remontée. Donc, c'est véritablement le système où on a, moi je prends toujours bien l'exemple du gâteau de crêpes ou bien l'exemple de la lasagne, c'est-à-dire qu'on a des couches différentes avec des taux d'intérêt différents, ce qui rend les choses pas vraiment faciles pour l'assurer, parce que au début, quand il y a deux années, ça va. Le problème, la situation, c'est que les contrats d'assurance pension, parce que c'est clair que Curadia est d'abord et avant tout une compagnie d'assurance pension plus qu'une compagnie d'assurance vie. C'est vraiment notre business, c'est la pension. C'est des contrats qui très souvent font 40 ans. Et donc, après 40 ans, puis le fait que la compagnie a changé son propre système de gestion des contrats, de dénomination des contrats et ainsi de suite, ça devient quasiment impossible de retrouver le rendement de son contrat d'assurance parce que c'est une moyenne qui va varier, puis on ajoute encore, on va éventuellement y répimenter ça avec un peu de participation bénéficiaire qui va être calculé d'une autre manière et qui va être, où le taux d'intérêt va être encore différent. Donc ça devient fondamentalement impossible. Nous avons connu ce genre de situation où on annonçait un rendement X à un moment pour une année. On disait voilà, en 2010, vous avez bénéficié d'un rendement d'autant. Puis les gens recevaient leur avis d'échéance
il me disait, mais expliquez-moi, parce que vous me parlez d'un rendement de 3%, hein, et moi, je ne retrouve absolument pas le 3%. Ben, fatalement, c'est des contrats qui dataient avec des oscillations, donc c'était très compliqué de s'y retrouver. Ça, c'est le modèle classique utilisé par 92-93% des compagnies d'assurance en Belgique. À côté de ça, depuis 2015, nous utilisons, nous, un autre modèle, qui est le modèle qu'on appelle le modèle Curanova, qui est un modèle dans la législation, qui est défini comme étant un modèle à garantie verticale. C'est-à-dire que c'est un modèle où le taux d'intérêt appliqué est appliqué pour une durée limitée pour l'ensemble de la réserve, quel que soit le moment auquel la prime a été payée et quel que soit le taux d'intérêt qui était d'application au moment où la prime a été payée. Alors ça, c'est évidemment un concept complètement différent du concept classique. Hein. Nous avons même fait en 2015 une opération qui restera unique dans les annales de l'assurance en Belgique, puisque nous avons fait une conversion. En 2015, les contrats Curalia étaient des contrats à garantie horizontale. Et en 2015, entre août et octobre 2015, nous avons fait une campagne de conversion demandant à nos membres d'accepter individuellement d'avenants signés par chacun, de convertir leur contrat à garantie horizontale en contrat à garantie verticale. Reste, c'est une chose, il n'y a que Curalia qui l'a fait, je pense qu'il n'y a jamais que Curalia qui le fera. Hein, donc voilà, même en Europe, ça a été présenté à un congrès de l'Association européenne des compagnies d'assurance de type mutuel. Et dans la salle, les gens étaient complètement étonnés de voir ce qu'on avait fait. Hein, donc personne à l'époque ne donnait cher de notre peau et des chances de réussite de notre campagne de conversion, mais nous avons converti 80% et on fait des réserves. Hein. Donc voilà. Alors, le principe de garantie verticale, ben, fatalement, on est dans un système complètement différent, hein, où une première prime est payée, elle bénéficie d'un taux d'intérêt. La deuxième année, on a une deuxième prime, et ce sont les deux primes l'ensemble qui va bénéficier de ce taux d'intérêt, et ainsi de suite. Et chaque année, on va ajouter le montant des primes versées, et chaque année, l'ensemble, hein, ici dans le cas après 4 ans, ben, c'est les 4 000 € qui vont bénéficier du taux d'intérêt fixé pour la réserve pour l'ensemble de l'année. Ça, c'est vraiment quelque chose, alors ça, hein, mais c'est vraiment, chez nous, c'est un fondement dans toute notre activité depuis 2015. Alors, ça a évidemment des tapés de répercussions qui sont relativement positives. Je vais donner un exemple tout simple. Je suppose que vous savez tous les deux que l'âge de la pension légale passe de 65 à 66 ans ou 65 à 67 ans. Qu'est-ce qui se passe? Des gens qui ont 65 ans cette année-ci passent à 66 ans, mais ce sont des gens qui ont des contrats qui existent depuis les années 80. Ces contrats des années 80 bénéficiaient d'un taux d'intérêt à l'époque de 4,75 et puis de 3,75 à partir de 99 et ainsi de suite, donc un taux d'intérêt moyen relativement élevé. Parce que les primes de 1985, même si elles n'étaient pas très élevées, aujourd'hui, elles bénéficient encore toujours de 4,75. L'âge de la pension passe à 66 ans, les compagnies doivent prolonger le contrat. Mais quand on fait une prolongation de contrat, on prolonge avec des conditions tarifaires au moment de la prolongation. D'accord? Donc, évidemment, ça donne la question de la date à laquelle on fait la prolongation. C'est un élément important parce que vous faites la prolongation 6 mois plus tôt, ça fait 6 mois d'intérêt à 4,75, je le fais noir-blanc, qui disparaissent et qui sont remplacés par un taux d'intérêt de 0,75, 1,25 actuellement. Hein. Donc, toute cette problématique-là, chez nous, évidemment, dans le cadre d'un système avec garantie verticale, voilà, au 1er janvier, tout le monde passe, on prolonge le contrat, plutôt que de toucher votre capital le 15 mai, vous le touchez l'année prochaine,
et jusqu'à la fin de l'année, l'ensemble de votre réserve continue à bénéficier du taux d'intérêt qu'on a défini pour ça ici. Donc, c'est clair que ça change fondamentalement. On se rapproche à un système de capitalisation qui est proche du système des cartes d'épargne. C'est véritablement la même chose, c'est analogue, puisqu'on peut changer le taux d'intérêt sur l'ensemble de l'épargne qui a été accumulée alors ça peut être sur 2 ans, hein, ou ça peut être sur 40 ans. Hein. Alors, concrètement, chez nous, comment ça se passe? Chaque année, en fin d'année, il y a un conseil d'administration aux alentours du 20 novembre, au cours duquel le conseil d'administration décide le taux d'intérêt qui sera appliqué à la réserve pour l'année suivante. On va donner une garantie de 12 mois sur l'ensemble des réserves sur base d'un taux. Alors, ce taux est appliqué à la réserve constituée vérifiée, compris versées en décembre, on sait qu'elles sont très importantes. Et puis, eh bien, quand l'année sera terminée, on va ajouter une participation bénéficiaire en fonction. Alors, j'avais un jour fait une petite donc on fixe le taux de garantie. Oui. S'il y a un bac service qui est effectué sur l'année? Alors, dans le cas il va bénéficier, le bac service, il va prendre effet à la date de valeur du versement. D'accord. Ça, un élément technique, technique de nos contrats, c'est que nos contrats sont date à date. D'accord. Okay. J'ai un jour un pharmacien qui s'est amusé à calculer, et même pas avec Excel, mais avec une calculatrice, que les Curalia, on octroie des intérêts même le dernier jour, le jour d'échéance du contrat, les intérêts sont accordés. Le contrat ne se clôture pas à 0 heure, mais à 23h59. Et donc nous, c'est la date valeur, le versement, alors avec les versements immédiats maintenant, un versement instantané, qui peut dire aux gens encore le 31 décembre, hein, l'année passée, c'est l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais plus, il y avait un samedi et un dimanche, et il y a encore des gens qui ont versé en versement instantané le samedi et le dimanche. L'argent a été comptabilisé donc, fiscalement, donc à date. Et donc là, il bénéficiera du taux d'intérêt applicable pour l'année à partir du moment où on a comptabilisé la prime. Hein, donc on définit le taux garanti pour une année. En fin d'année, on définit, alors il ne faut pas regarder l'évolution, hein, on définit le taux de garantie pour l'année suivante. En novembre, on va de nouveau définir le taux de garantie pour l'année suivante et le début de l'année d'après, le conseil d'administration a la possibilité d'accorder une participation bénéficiaire. Alors, elle est officialisée habituellement lors du conseil du mois d'avril, parce que l'Assemblée de la participation bénéficiaire est approuvée par l'Assemblée générale qui a lieu fin mai. Donc, d'habitude, même si il y a des chiffres qui circulent avant, évidemment, ils se montent très tôt dans le truc. Hein, donc, c'est vraiment, chaque année, on va, en novembre, déterminer un taux garanti qui sera d'application, et puis en février, voir si, pour l'année d'avant, on avait la possibilité d'accorder. Alors, en 2025, c'est le système Curanova qui est appliqué pour tous nos nouveaux contrats. Quel que soit le type de contrat, il y a 2 exceptions pour lesquelles nous avons encore des contrats non Curanova, donc des contrats avec garantie horizontale. Ce sont d'abord les contrats du 3e pilier qui ont été souscrits avant le 1er octobre 2017. Ceux-là sont encore des contrats avec garantie horizontale. La raison toute simple, je vous la donne, c'est que tous les contrats que nous avons convertis en 2015 sont des contrats du 2e pilier, auxquels la réglementation MiFID ne s'applique pas. Les femmes du 3e pilier sont soumis à la réglementation MiFID. Faire une campagne de conversion, d'abord, il faut savoir que les contrats 3e pilier, on en a nettement moins que des contrats 2e pilier. Une grosse partie de notre activité, c'est le 2e pilier. Donc, voilà, l'impact en termes de gestion solvency et autres était nettement moins. Puis, il y avait aussi le fait que pour le 3e pilier, MiFID, c'était d'application et que là, discussion avec la FSMA, c'était très clair que ça ne servait à rien d'essayer de faire la conversion. Donc, les anciens contrats sont encore en garantie horizontale. Et puis, alors, les contrats Curin 21 qui sont des bons d'assurance, eux sont aussi des contrats avec une garantie fixe
sur la durée du contrat. C'est pas, évidemment, là, on est sur des 8 ans. Hein, la durée du contrat, ça n'a rien à voir avec la durée d'un contrat pour le deuxième pilier, des contrats à long terme. Alors, ça, c'était la situation telle qu'elle était jusqu'en 2023. Et puis, depuis 2023, notamment en raison de l'évolution des taux dans le marché, on a décidé de mettre en place un taux d'intérêt différent pour les primes pour l'année de versement de la prime. Alors, si on regarde concrètement quelle était la situation en 2024, on avait un taux garanti sur la réserve de 0,7% net. Ça, c'est très important. Tous les taux que nous communiquons sont des taux nets. Nous avons des frais de gestion, mais en fait, ils sont déjà déduits sur le taux qu'on communique. Alors, ça nous met en position défavorable au niveau concurrentiel, on peut considérer, mais il faut savoir que historiquement, je ne sais pas, Curalia a été créé historiquement par des associations professionnelles de pharmaciens. Les pharmaciens représentent encore 55% de nos membres, et un pharmacien, c'est un scientifique un peu du genre calculateur. Ce sont des gens qui savent utiliser Excel, qui savent utiliser une calculatrice, et leur dire que vous avez un taux d'intérêt de 1,5%, et puis de montrer sur les maintenant que ce n'est pas 1,5, c'est plutôt 1,3 parce qu'il y avait des frais de gestion 0,2. C'est certain qu'on se prend des retours, d'autant qu'avec le système de type Curadora, c'est clair qu'on peut voir que j'avais 10 000 euros au début de l'année. L'intérêt, il est de 1% ou 1,5%. C'est facile à calculer. Avec un système classique où on avait le gâteau de crêpes, à moins d'avoir... Il y en a un qui un jour m'a démonté tous les versements faits, c'était pour sa fille, tous les versements faits pour sa fille, sur le contrat de sa fille, tous. Techniquement, c'était nickel. Il avait, sur un contrat qui à l'époque avait une histoire comme 25 ans, il avait un différentiel de 4 cents. Il calculait à la 8e décimale. Les comptes d'apothicaire. Oui. Il était pensionné, il avait ça à faire, et voilà. C'est un pharmacien biologiste, et donc il était. Nous, on a une marge là-dessus, commercialement parlant, parce qu'on peut faire un geste commercial, faire un gros client. Le principe de la haine, c'est one man, one vote. Donc c'est le principe d'égalité. Il y a des choses pour lesquelles, fatalement, l'égalité, il y a des choses où il y a des différences, mais le principe, c'est que deux personnes qui ont le même contrat, ils ont les mêmes frais qui sont appliqués. Ils discutent entre eux. Ça fait partie aussi, je ne sais pas comment se fera cette partie-là de notre formation, mais le monde pharma est très organisé. Ce sont des gens qui se voient très régulièrement et ça discute de tout. Donc c'est un des points pour lesquels il faut faire très attention quand on communique avec eux. C'est pas parce que je suis pharmacien, c'est reconnu comme étant le monde professionnel, le groupe professionnel de prestataires de soins qui a la structure la plus stricte, la plus organisée. Les autres associations professionnelles d'autres groupes le reconnaissent. Un jour, un dentiste qui m'a dit « Oui, mais les pharmaciens, ils ne jouent pas dans la même division que nous. » Donc, je reviens à la situation 2024. Taux garanti sur la réserve 0,7% net. Ça, c'est pour la réserve qui était présente au 1er janvier 2024. Taux garanti sur les primes 2,25% net. Donc, quelqu'un qui paie le 15 mai, la prime bénéficiait de 2,25 net jusqu'au 31 décembre. Et puis, nous avons eu après ça une participation bénéficiaire de 1,1%, ce qui veut dire que le rendement minimum pour 2024 est de 1,8% net. Ça, c'était pour 2024. Pour 2025, fatalement, on n'a pas encore la participation bénéficiaire. On a... Je ne veux pas... Pour 2025, on a un taux sur la réserve de 1% net et on a un taux sur les primes de 2,50% net. Alors c'est clair que ce taux sur les primes, on l'utilise comme argument pour amener
un maximum de gens à verser plus tôt dans l'année. Historiquement, c'était 95% des versements se faisaient au mois de décembre. On arrive quand même petit à petit à. Je pense qu'aujourd'hui, on en est à, si on regarde les versements qui viennent des banques, on est à un tiers, à peu de choses près des versements qui sont déjà faits maintenant. C'est une tendance qui, petit à petit, alors c'est pas en un coup, mais on voit que d'année en année, ça va vers l'avant, vers le début de l'année. Alors, je l'ai dit, on a une participation bénéficiaire. Alors, la participation bénéficiaire, pendant des années, a été flat chez Curalia, c'est-à-dire qu'elle était appliquée à tous les contrats depuis 2024, donc l'année de prime 2024. Donc, la première fois, on a appliqué pour l'octroi de la participation bénéficiaire de 1,1%. On a une segmentation de la participation bénéficiaire, c'est-à-dire que cette participation bénéficiaire est accordée pour tous les contrats ou groupes de contrats sur lesquels on a reçu au minimum 200 € de prime au cours des 24 derniers mois de l'année. Alors, pourquoi 24 mois? C'est parce qu'une bonne partie de notre activité est liée au contrat INAMI, au statut INAMI. Le statut INAMI, c'est l'INAMI payé. Et le prestataire de soins n'a pas la main sur le moment où l'INAMI va payer. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, fin août, nous avons un encaissement INAMI de 350 000 € pour 160 dossiers, si mes souvenirs sont bons. Logiquement, ces 160 prestataires de soins, ils auraient dû recevoir cette prime-là l'année passée. C'est parce que l'INAMI a du retard, on ne peut pas les pénaliser en disant, non, cette année-ci, donc, c'est une des raisons. Les 200 €, c'est parce qu'on a une prime minimum sur les contrats de type PLC social. Je ne sais pas si vous connaissez ces contrats-là, on les verra tout de suite. On abordera rapidement de suite. Et il y a un minimum de versement de 100 € pour bénéficier de la déduction fiscale. Ce montant de 200 € est aussi utilisé dans un autre contexte chez Curalia, puisque c'est le montant qui est nécessaire pour bénéficier d'un tarif plus favorable en assurance hospitalière. Alors, j'ai marqué contrat ou groupe de contrats. Petite explication, il y a des situations où les membres ne peuvent pas rester sur un contrat. Prendre un exemple, si on prend dans le cas de la CPTI ou de l'EIP, un dirigeant d'entreprise qui a eu une société qui avait un contrat EIP, il a revendu sa société, il a une autre société, il fait un deuxième contrat. Fatalement, il ne peut plus verser sur le premier, il n'est plus sa société. S'il continue à verser chez nous, on ne peut pas le pénaliser en disant, vous n'avez pas droit à la PV, puisque il y a, à côté de ça, nous avons des contrats qui sont des anciens contrats, qu'on appelle anciens contrats INAMI, qui sont des contrats qui, depuis la loi Van-Den-Broek, depuis 2004, ne peuvent plus être alimentés, parce qu'ils ne répondent plus aux exigences de la loi Van-Den-Broek. Mais ça veut dire que des membres qui ont un autre contrat sur lequel ils continuent à verser ou sur lequel ils continuent à verser, on ne peut pas leur dire, non, sur ce contrat-là, vous ne recevez pas de participation bénéficiaire, parce que, oui, c'est parce que la législation, aujourd'hui, leur interdit de le faire. Ils le font sur le contrat qui va remplacer, et on accorde évidemment la participation bénéficiaire, même sur ce contrat sur lequel il y a. Donc, ça, c'est quand même un élément fondamental et qui est dans la logique de l'association d'assurance mutuelle. Bon, le but de l'AM, c'est de répartir le rendement entre les membres, en compte évidemment des situations et des impacts de la législation. Pour revenir sur les frais qui sont déjà calculés sur le contrat, ils apparaissent ou pas? Alors, ils apparaissent sur les avenants, ils sont mentionnés dans les fiches info. Il s'est marqué, mais il est bien marqué aussi, il y a un tableau sur les fiches info, il est bien marqué que les rendements affichés sont des rendements et déduction des frais de gestion. Mais le montant, s'il y en a un qui me pose la question, vous facturez combien? 0,345. Je ne me demande pas d'où vient ce chiffre, C'est pas comme ça. Ça, c'est repris effectivement sur la fiche info, mais c'est à nous, en tant que bons commerciaux, pour expliquer aux membres qu'effectivement, les intérêts sont nets. Les frais de gestion sont déjà déduits dans les intérêts qu'ils reçoivent.
Ça, c'est vraiment important, parce qu'il va nous mettre en concurrence avec d'autres types de structures qui ont fait des prêts de gestion, mais donc ils peuvent tenir compte parce qu'eux reçoivent un taux d'intérêt brut. Hein, moi, je fais souvent, dans un argument commercial, je fais souvent le parallèle avec des revenus. Vous avez des revenus bruts, des revenus nets, mais au final, vous avez l'ONSS, les impôts qui sont passés, c'est plus le même montant. Et pour le taux d'intérêt, c'est pareil. On a un taux brut, un taux net, ben, si on doit diminuer les frais de gestion, etc., ben, on arrive à un taux net qui forcément n'est pas le même. C'est comme ça que moi je l'explique personnellement. En général, ça se comprend quand même assez bien sur les revenus, c'est pas tout le monde. Juste pour faire une métaphore. Mais ça, il faut vraiment bien l'expliquer pour bien percevoir que le système, c'est des arguments commerciaux forts, tout comme le fait du mode de distribution Curanova, bien comprendre le système de distribution des intérêts qui s'appliquent sur l'ensemble de l'épargne, est un argument commercial très fort aussi. Ça fait un effet boule de neige que d'autres ne créent pas, ou en tout cas pas dans la même mesure. C'est des choses qui servent effectivement. Et le problème, c'est que parfois les gens considèrent que les frais de gestion sont les mêmes dans toutes les compagnies. Non, c'est une aberration. Alors ça va un tertier ou un autre, etc. C'est ça, quand même pas la même chose. Oui, et de compagnie à compagnie, de courtier à courtier éventuellement. Tu as des compagnies qui font des frais, des frais de gestion de type forfaitaire X euros par an. Tu as des gens qui disent 0,2%, hein, AG c'est 0,2% par an. Alors il y a des petits malins du genre Belfius qui disent 0,015%. Oui. Donc les 0,015%, quand tu les... Tu connais bien, toi. Quand tu les actualises, ça fondait à 0,19. Hein. Mais c'est vrai que le 0,015, ça a l'air d'être rien du tout. C'est quand même 0, on est quasiment à 0,2% sur base annuelle. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler des frais de gestion. Donc, chez nous, il y en a, oui, bien sûr, comme tout le monde, parce qu'il faut financer, mais ce qu'on communique, c'est du net. Donc, si on vous communique 1%, 1,2%, ben, c'est ce que vous recevez. Je pense que ça, c'est un élément fondamental. Alors, deuxième point, c'est la question de la constitution du capital pension. Alors, ça appelle à une notion qu'on n'utilise pas beaucoup chez nous, chez Curalex. Pourtant, c'est une notion qui est vraiment fondamentale dans le cadre de l'assurance pension. C'est ce qu'on appelle le taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est quoi? Ben, c'est le rapport entre ce qu'on touche quand on est pensionné par rapport à ce qu'on touchait avant. Et donc, c'est un système, c'est quelque chose qui, au niveau actuariel, est utilisé pour comparer les différents systèmes de pays à pays. Et ben, ça varie évidemment de pays à pays. Ça varie aussi dans un même pays en fonction souvent des classes de revenus. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent un plafonnement à la pension légale et donc les revenus les plus élevés voient leur taux de remplacement qui diminue. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une partie des revenus pour lesquels il y a éventuellement, ça c'est dans les systèmes de prélèvement de cotisation ou non, ça c'est une chose. De toute façon, il y a un plafonnement de la pension légale qui fait qu'en Belgique, on est à un taux de remplacement qui oscille, dans les meilleurs des cas, il atteint les 50% et dans pas mal de cas, il se retrouve plutôt à 0,25%. Alors, quand on veut, évidemment, l'idéal, c'est d'augmenter le taux de remplacement dans le cas de la constitution de la pension complémentaire, c'est de dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit le plus, je ne peux pas dire qu'il se rapproche de 100%, naturellement pas. Alors, la première piste, évidemment, d'augmenter la pension légale. Tout ce que vous avez entendu, ceux qui se profilent, on n'a pas vraiment sur cette option-là en Belgique pour l'instant. Hein. Clairement, on va plutôt vers une diminution du taux de remplacement. Hein, quand on va faire le taux de remplacement moyen, les mesures prises cet été vont en faire une diminution de l'ordre de 2,5% du taux de remplacement en Belgique, en moyenne. Non, ça sera beaucoup plus pour certaines personnes que pour d'autres. Et puis, il y a les différentes possibilités offertes par notamment le second pilier. Hein. Le second pilier, j'ai mis en premier lieu la pension libre complémentaire sociale. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. C'est la basique qui est moins taxée, etc. Il y a moins de taux de garantie, les plafonds sont plus limités. La pension libre complémentaire sociale, elle est accessible à tous les indépendants. Mais elle est aussi, et ça c'est pour nous très important, à
tous les prestataires de soins conventionnés employés. Hein, donc, ça, c'est un groupe qui, pour nous, est très important. Je rappelle, le groupe le plus important de membres, ce sont les pharmaciens. Les pharmaciens, ils sont conventionnés à 100%. Donc, il y a là-dedans, il y a, en Belgique, plus de pharmaciens employés que de pharmaciens indépendants. On aura peut-être l'occasion de voir la différence entre pharmacie et pharmacien, il ne faut pas confondre les deux. Dans une pharmacie, on a souvent plusieurs pharmaciens, il y en a un indépendant, il y a X employés à côté. Alors la pension libre complémentaire sociale, on utilise aussi le terme légal, c'est convention sociale de pension, c'est-à-dire que c'est un contrat où 90% de la prime est utilisée pour la pension et 10% pour ce qu'on appelle des garanties complémentaires de solidarité. Alors, chez nous, c'est un point très important, la convention sociale de pension. Pourquoi? Parce que c'est sur ces contrats-là que l'INAMI va faire ses versements. L'INAMI ne peut pas faire un versement sur un autre type de contrat, sauf éventuellement des contrats d'assurance revenu garantie, mais il y en a de moins en moins. Donc c'est clair que c'est sur ce type de contrat-là que l'INAMI va faire ses versements, et l'INAMI, ça fait 60% de notre encaissement. Donc on a PLC social, c'est entre guillemets le terme officiel. Vous allez voir parfois dans des exposés, je l'utilise, tout le monde l'utilise pour faire plus simple, contrat INAMI, mais voilà. Donc ça c'est le premier type de contrat. Donc, on reviendra sur la description technique des contrats à un moment ou à un autre. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il y a pas mal de choses à en dire, notamment sur quelles sont les garanties de solidarité, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment pour nous, ce type de contrat recueille. Du coup, sur celui-là, on peut pas mettre des garanties complémentaires? Alors, nous ne mettons pas de garantie complémentaire parce qu'il y a déjà des garanties qui sont prévues dans la solidarité. Nos contrats sont des contrats simples. Il y a dans une salle en haut, il est marqué Simple is better, simple c'est mieux. Donc, un des principes de la maison, c'est de dire, le but c'est que le preneur d'assurance comprenne ce pourquoi il est assuré. Et donc, on essaie de faire des contrats qui sont relativement simples. Dans ces contrats-là, il y a 90% qui va vers la pension, capitalisé encore à Nova. Il y a 10% qui vont servir très rapidement à 4 garanties. Une garantie indemnité journalière en cas de capacité de travail. De latence ou pas? Avec 30 jours de latence et qui couvre pendant 1 an. 30 jours de latence, c'est parce que sinon, ça coûte. La gestion du dossier coûte plus cher que ce qu'on fait. Donc voilà, c'est le principe. Moi, quand on me demande ce que c'est une franchise, c'est la partie qu'on laisse à l'assuré, parce que sinon, pour la payer, ça coûte. Pour gérer le sinistre, ça coûte plus cher que ce qu'on fait. C'est la meilleure explication de la franchise. Donc ça, c'est la première. La deuxième garantie, c'est une garantie invalidité. Quelqu'un qui est en invalidité complète, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va plus bénéficier du statut INAMI, il ne va plus payer. Donc, on va alimenter son contrat à sa place pour éviter ce que j'appelle la double peine. La double peine, quelqu'un qui est en invalidité pendant une partie de sa carrière, c'est sa pension légale est moindre et sa pension complémentaire est moindre aussi, puisque, comme il était en invalidité, il n'a pas pu se constituer de pension complémentaire. La troisième garantie est une garantie d'effet complémentaire. En résumé, l'idée, c'est de dire les héritiers, les ayants droit à charge vont recevoir ce qui aurait été versé sur le contrat jusqu'à la fin du contrat. Et on va le verser en tranches parce que ça fait une législation qui le prévoit. Et puis la dernière garantie, c'est une garantie en cas de maternité, c'est une prime qui est versée sur le contrat. Alors, la dernière, c'est un peu ridicule de le dire, mais les 3 premières, c'est important, depuis cette année-ci, les garanties, puisqu'on est passé de 65 à 66 ans, bien, ou jusque 66 ans. En argumentaire, est-ce qu'il peut être couplé avec un crédit chez nous aussi ou pas? Nous ne faisons pas de crédit. Non, mais le client veut dire, voilà, moi je veux faire un crédit hypothécaire et je vais mettre mon contrat en garantie. Alors, la mise en gage, c'est tout à fait possible. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que les banquiers, ils ne demandent pas la mise en gage, ils demandent le contrat. Bien sûr, mais bon, après, c'est dans la déjà une. Bon, on verra que par rapport à ça. Moi, chez AG, on explosait au niveau des tarifications. Donc, très souvent, le gars me disait, OK, c'est sympa, tu as mon crédit chez toi et tout. Donc,
C'est très cher. Mais Il y a peu de banques qui vont accepter de prendre en gage un contrat Curalia. il y en a on en a quelques-unes des mises en gage, on en a. Donc, ils sont OK de prendre ça à la valeur. Soit, il y a deux, alors on a à côté de ça, dans ce cadre-là, on a l'autre solution, Voilà, qui est imparable, c'est l'avance sur police. c'est pour ça qu'à la limite, Voilà, c'est vrai que sur les gages, ils sont plus prudents maintenant, les banquiers, parce que souvent, ce qu'ils faisaient chez NGC à l'époque, ils demandaient d'avoir des fonds chez eux, en fait, tout le monde font ça pour les prendre. Pour être sûr d'avoir la main mise dessus, au cas où. L'intérêt de la mise en gage versus le contrat, c'est que la mise en gage, le gars, c'est pas un jeune diplômé, si c'est quelqu'un qui a déjà travaillé pendant X années, ben, il y a déjà écrit d'euros sur le contrat. Le contrat, c'est bien, mais c'est sur les primes qui vont venir dans le futur. Hein, donc, c'est ça, on a, c'est pleinement un argument, je ne peux pas aller maintenant dans le détail, c'est l'avance sur police. C'est un gros argument pour nous. On fait qu'on va à 90% des. Et vous en constituez un point. L'avance sur police, quel va être l'avantage? L'avantage, c'est que le gars qui a 20 000 euros, il va venir chercher 18 000 euros chez nous. Il va pouvoir utiliser comme apport personnel. Donc, ce qui va lui permettre, vis-à-vis de son banquier, de quand même. C'est comme s'il avait des fonds propres. Oui, c'est ça. Oui, c'est des fonds Ce sont propres. des fonds propres. Mais bon, tous les banquiers. Sur son compte Inami, constitution de pension, pour dire voilà, je récupère une partie de la source blanc, sans le montant qu'il n'avait pas mis. L'accès au statut Inami dont on parlait tout à l'heure, et via l'accès de la pension. Donc, pour un jeune, plutôt il épargne, plutôt. Ouais. Et ça ne doit pas être un frein à son épargne. S'il a un projet immobilier dans 5 ans, il ne sait pas très bien, ça ne doit pas l'empêcher de verser pour sa pension, parce qu'il bénéficie de la S'il bascule en société à un moment donné, ou autre, je ne connais pas tout le monde de société. Non, c'est ça. Ça, le contrat PLC SOC, c'est un contrat personnel. Mais le jour où il passe en société, il peut faire une paie, ça fait autre chose. Mais de toute façon, là, les règles d'avance est possible, mais avec des règles différentes, un pourcentage différent. Mais le contrat, de toute façon, le contrat PLC SOC, c'est là-dessus que l'INAMI va verser, et il ne va pas verser sur le compte de la société, il va verser sur le compte de la personne. Donc ça, c'est, alors, entendons-nous, ça, ce sont les contrats les plus importants chez nous, hein, en volume, en nombre de contrats souscrits, en nombre de contrats alimentés et en primes perçues. Pourquoi? Parce que nous avons en plus de ça la caractéristique d'avoir un contrat qui fait un contrat unique, qui sert à la fois pour les versements de l'INAMI et pour les versements personnels du prestataire de soins. Ce qui veut dire, on parlait tout à l'heure de constitution d'épargne, celui qui travaille dans le cadre de la sécurité sociale qui bénéficie du statut INAMI, ben, lui peut payer, et comme l'INAMI va payer à côté, et bon, ben, alors, suivant la profession, ça on aura l'occasion, ça peut. Pour un pharmacien temps plein, c'est 3 600 euros. Ben, si lui on met 3 000 à côté, ça veut dire que sur une année, c'est 6 000 économies. Hein, donc, les 20 000 euros dont je parlais tout à l'heure, il ne faut pas attendre 10 ans pour y arriver. Hein, donc, ça va relativement vite. Et on peut aller encore plus vite pour certaines professions. Donc, ça, c'est aussi une des caractéristiques fortes des contrats Curalia, de contrat PLC chez Curalia, le fait qu'il y ait un contrat qui recueille les deux sources de financement. Au niveau de la défiscalisation de ces contrats-là, il va. Son versement personnel, la prime INAMI, elle est déductible nulle part. Il y en a bien qui ont essayé dans le passé de faire déduire les primes payées, les primes mettées par l'INAMI, mais ça non. Il y a eu dans le passé une compagnie d'assurance qui donnait des attestations. Donc voilà. Maintenant, aujourd'hui, vu la digitalisation, ça devient un peu plus compliqué. On va revenir sur ces points-là ensemble aussi. On aura l'occasion d'en reparler si vous avez encore des questions qu'il faudra développer, ce qui sera sûrement le cas, évidemment. C'est normal, hein, cool, mais on reviendra dessus en 5 minutes. Alors, à côté de la PLC SOC, il y a la PLCI classique, hein, qui elle est réservée aux indépendants, qu'ils soient en personne physique ou en société, la PLCI où on n'a pas les garanties complémentaires, où la totalité des primes versées va à la pension, mais important à savoir aussi, les primes, le montant maximum déductible en PLCI est 15% plus bas que sur une PLC SOC. Hein, donc, pour l'indépendant,
qui pose la question, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre tout sur ma PLC SOC ou je fais une PLCI à côté. Je peux expliquer comment je gère ça personnellement. Je dis, verser 100 € ou verser 115. D'accord? Il y a 10% des 115 qui vont aller aux garanties de solidarité. Okay? Il reste à 3,5 qui sont en pension. Voilà. Donc, 10% des 115, ça fait 11,5. 11,5 déductible à 50%. 20% de cotisation sociale, hein, ça fait aux alentours de 60% récupérable. 11,5, il y a un coût réel de l'ordre de 5. La question c'est, est-ce que pour les 5, les garanties que je reçois en indemnité journalière, en cas d'incapacité, en cas de décès, est-ce que j'estime que ça vaut les 5 ou pas, hein? C'est relatif. Hein. Alors, ça, c'est encore une question d'appréciation personnelle. Hein, et ça, c'est ce que je dis chez nous. Parce que, hein, évidemment, de compagnie à compagnie, les garanties ne sont pas les mêmes. Hein, et les compagnies où les garanties complémentaires de solidarité, c'est un peu du papier de soie. C'est gentil. Hein, et donc, voilà, c'est une appréciation personnelle que va faire. Alors, c'est clair qu'on avait classiquement, c'est un chiffre qu'on n'a plus, mais c'est un chiffre qu'on avait avant chez les pharmaciens indépendants qui disaient à 55 ans, s'il m'arrive quelque chose, je peux le prendre en risque propre et donc je shift de l'un à l'autre. Bien sûr, mais ça, c'est une appréciation personnelle. Personnellement, pour les jeunes, hein, en raison du fait que le contrat PLC SOC doit être soutenu pour bénéficier du statut dynamique, j'ai tendance à dire prenez ça parce que ça vous donne déjà une première couverture. Hein. Le revenu garanti pour l'indépendant, oui, je dois. Entre je dois et je le fais, il y a encore une différence de temps aussi. Donc, c'est clairement des choses qui permettent d'avoir une première approche en protection sociale qui est différente de la PLCI, où là, on vise exclusivement le long terme. Hein, dans la PLCI, sauf qu'on a une couverture à court terme en protection sociale. Et puis, on a la CPTI, hein, destinée aux personnes physiques qui n'exercent pas via leur société, et on a l'EIP, pour les indépendants qui travaillent via une société. Alors, on a, à côté du deuxième pilier, je ne vais pas dire en dernier, c'est en avant-dernier, on a le troisième pilier avec le P et l'épargne à long terme. Ça, ce sont tous les moyens, et je laisse le quatrième pilier de côté, hein, qui permettent d'augmenter le taux de remplacement. On ne peut pas parler dans le cadre du quatrième pilier, ça ne rentre pas dans le taux de remplacement. Pourquoi? Parce que le quatrième pilier, il n'est pas lié à l'âge de la pension. Constitution de patrimoine, donc il n'est pas lié. On peut, je dirais, utiliser le patrimoine à 48 ou à 53 ans ou à 59 ans. Le deuxième et le troisième pilier, il y a un lien avec. Alors, c'est vrai que le lien, il n'est pas strict dans le cas du troisième pilier. Enfin, les contrats d'échéance sont à 65 ans. Et je sais maintenant qu'il y a un an de différence, il y en aura 2. Mais il y a encore aussi même des questions sur l'idée notamment de changer les dates d'échéance, d'éligibilité, notamment pour le pays. Alors, rapidement, hein, on a développé sur le site un outil qu'on appelle Optimum Pension, qui est un outil qui permet aux membres et même aux autres, en 5 questions, de dire, voilà, quel est l'ordre dans lequel je dois utiliser les différentes solutions. C'est clair que par défaut, je dirais le niveau 1, c'est le statut dynamique. Pourquoi? Parce que c'est pas l'équipé. C'est quand même a priori le plus intéressant. Hein, les amis alimentent pour lui. Ok. Et puis en fonction de savoir s'il est employé, s'il est indépendant complémentaire, s'il est conventionné, il n'est pas conventionné en fonction de son âge aussi. Hein, parce que fatalement, quand on passe le cap des 55 ans, pour le troisième pilier, on peut rentrer dans d'autres types de raisonnement. On lui détermine l'ordre dans lequel il a intérêt à utiliser les solutions de pension. Et on a même maintenant ajouté le quatrième pilier qui vient avec le Futur Invest, qui vient sur l'optimum pension aussi comme complément, même si intrinsèquement il ne rentre pas dans le taux, dans l'histoire du taux de remplacement. C'est un outil qui est très pratique, très simple, et qui est basé vraiment sur l'analyse des différentes situations en fonction des professions. Parce que la situation d'un médecin n'est pas la même que la situation d'un pharmacien, que des médecins employés, il est nettement moins, et donc on va se retrouver dans des situations différentes. On a, je suppose, un outil de calcul aussi pour le montant des primes qu'on va verser. Alors ça, c'est un outil
pour l'ordre. Hein. À côté de ça, il y a un outil de calcul. Quel est le montant que je peux déduire fatalement uniquement sur le volet PLCI, PLC SOC. CPTI, IP, ben, il n'y a pas d'outil en ligne. Il ne faut pas rêver. Hein. Déjà, un challenge pour vous, c'est de rassembler toutes les informations nécessaires pour que nous puissions faire le calcul correctement. C'est déjà un challenge, hein, s'entendant que c'est pas critiquer un pharmacien, un kiné, un dentiste. Hein, il n'y comprend pas grand-chose. Là, quand on a encore eu le cas cet été, on leur demandait sur un formulaire de mettre leur numéro national pour pouvoir les identifier. Il y en a qui ont été mettre leur numéro INAMI. D'accord, hein, quand j'ai vu des drôles de numéros INAMI, de drôles de numéros nationaux, 22 quand même, là il est vieux, hein. Donc c'est un pharmacien, donc le numéro INAMI du pharmacien il commence par 2, voilà, 22. Tout à fait que moi j'avais fait les conversions, j'ai essayé de l'identifier sur base du numéro national et que je n'arrivais pas à identifier. Des choses assez cocasses, même chez les kinés, hein, parce qu'il y en a, les kinés avec les 500 idées, c'est pas mal non plus. Ça fait quand même un peu, c'est pas aussi vieux qu'un pharmacien, mais ça fait quand même pas mal. Hein. Alors, ben oui, ça nous amène évidemment, hein, dans la question du taux de remplacement, à la très fameuse règle des 80%. Alors, la règle des 80%, ben, c'est relativement simple. Le principe, c'est que les primes versées pour les contrats CPTI-EIP ne sont déductibles que si le total des pensions, la pension légale et la pension complémentaire, ne dépasse pas 80% de la rémunération. Alors, je précise bien, je rappelle, hein, que la règle des 80%, même si elle intègre des données de la PLCI, de la PLC SOC, ne s'applique jamais au contrat PLCI, PLC SOC. J'ai entendu des courtiers qui disaient que pour qu'on souscrive un contrat PLCI, il fallait calculer la règle des 80%. C'est mal barré si. Voilà. Alors, c'est a priori, quand on lit ça, c'est relativement simple, mais bon, ça se complique un peu quand on parle du total des pensions, puisqu'on a une pension légale qui est une rente mensuelle et une pension complémentaire on parle de capital, hein, donc on additionne des pommes et des poires. Et puis, il y a une deuxième question, c'est, on parle de 80% de la rémunération, mais de quelle rémunération? Donc, ça, ce sont les questions qui fâchent, entre guillemets, au niveau de la règle des 80%. Alors, très clair, aujourd'hui, le but n'est pas de faire un deep in de la règle des 80% avec toutes les questions qui peuvent se poser au niveau juridique, parce que sinon, ces questions-là, il y a peut-être un jour un comptable qui vous en posera une, mais c'est certainement pas votre client qui la posera. Peut-être un comptable s'il se trouve avec un client qui est dans la situation concernée, mais ça reste relativement là. Le but, c'est d'avoir une vision globale des choses. Alors, la règle des 80% en rente, hein, c'est relativement simple, vu comme ça. Maintenant, quand on va voir, ben, c'est quoi l'idée? C'est la pension extra-légale constituée par ben, le contrat CPI, le contrat IP, ou éventuellement les deux, parce qu'il n'est pas interdit à une personne d'avoir des revenus comme indépendant société et des revenus comme indépendant public. Il faut savoir que dans ce cas-là, les deux règles des 80% doivent tenir compte de ce qui est compté de notre côté. Donc, ça ne rend pas les choses plus loin de là. Donc, la pension légale générée par le contrat exprimée en rente doit être inférieure à 80% de la rémunération brute annuelle, diminuée de la pension légale. On applique un prorata qu'on appelle le coefficient de carrière, hein, qui est le nombre d'années déjà prestées ou à prester, hein, divisé par divisé par la carrière complète. Hein, et on retire de ça les pensions extra-légales constituées par les autres contrats de type pension PLCI, PLC, SOC, exprimés en rente annuelle. Alors, évidemment, c'est clair,
capital, enfin, un contrat VTI, ça ne donne pas, un contrat VTI, ça ne donne pas une rente, ça donne un capital. Et donc, on va avoir la même formule quelque part en capital, où on va avoir la même formule, mais on va appliquer un coefficient de conversion. Coefficient de conversion, pour rappel, il est fonction de deux choses. C'est l'âge à laquelle on va le calculer. Alors, cet âge, il a tendance à se rétrécir, le range d'âge va se rétrécir, puisque la loi de 2015, maintenant, c'est 65 ans. Il y a encore des gens qui prennent des pensions anticipées, des choses de ce genre-là. Et deuxième élément qui va interférer dans la fixation du coefficient de conversion, c'est le statut de l'état civil. Est-ce que les gens sont mariés, cohabitants ou isolés? C'est ça qui va faire. Donc, parfois, on a des gens qui, au cours de schéma de vie, on passe d'une case à l'autre, et puis d'un coup, on voit que le calcul est différent. Ben oui, mais monsieur, vous étiez marié, vous ne l'êtes plus. Et donc, fatalement, ça a un impact, dans ce cas-là, négatif sur les primes d'éducation. Dans cette équation, dans ce calcul, on fait appel à la pension légale. Alors, fatalement, la pension légale est encore plus inconnue maintenant qu'avant, parce que comme ça change beaucoup, c'est compliqué. Donc, elle est estimée. Alors, comment est-ce qu'on estime? Pour les indépendants, les années avant 2021, on va prendre 25% de la rémunération de l'année 2020. Pour les années après, à partir de 2021, qui s'agissent des années prestées comme employés comme indépendants, on va prendre plus 25, mais 50%. D'où la fameuse circulaire fiscale, l'administration fiscale. Pourquoi est-ce qu'on passe de 25 à 50%? C'est parce que jusqu'en 2020, jusqu'à fin 2020, il y avait ce qu'on appelait le coefficient de correction, qui faisait que quand un indépendant disait qu'il avait gagné 10 000 euros, eh bien, on constituait sa pension légale sur base de 6 900. Maintenant, ce coefficient de correction n'existe plus. Il a constitué de 10 000 euros. On va tenir compte de ces 10 000 euros pour sa pension. La pension légale va augmenter. Dans le futur, c'est très une application pour les années de prestation. Ça n'a rien à voir avec l'année de pension, c'est des prestations à partir de 2021. Donc les gens qui terminent leur carrière maintenant, qui vont prendre leur dans les quelques années qui viennent, l'impact sera limité. C'est-à-dire que les gens qui ont commencé leur carrière en 2010 ou en 2015 comme indépendants, l'impact sera beaucoup plus grand, puisqu'il y aura une grande partie de leur carrière pour lequel le coefficient de correction ne sera pas d'application. Alors, si on commence pour l'EIP, fatalement, ce sont toutes les personnes qui sont indépendants en société, enfin dirigeants d'entreprise. Alors, dans FICI, vous allez voir un statut social qui s'appelle le statut social indépendant société. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la législation, mais qu'on garde. Pourquoi? Parce que ça nous permet de splitter les gens qui sont des prospects pour la CPTI ou les gens qui sont prospects pour l'EIP. Si on met indépendant pour tout le monde, on ne sait pas savoir qui est pour qui. Donc, clairement, nous, c'est pour ça qu'on a un statut social spécifique. On a l'indépendant complément à titre complémentaire, l'indépendant à titre principal, et on a l'indépendant en société. Alors, il faut savoir qu'il y a encore des gens qui sont indépendants en société ou salariés, parce qu'on ne le fait pas plus haut. Et puis, on vient de faire un gros travail de nettoyage d'attaque politique pour corriger toute une série de records qui étaient encore considérés comme des indépendants de société. Mais il y en a encore qui traînent. Et puis, accessoirement, mais ça pas du tout utilisé dans notre groupe cible, on a la possibilité d'avoir un EIP pour un employé s'il y a déjà une assurance groupe. Je précise tout de suite, nous ne faisons pas de bénéfices. Nous avons décidé en 2004, avec la loi 20 groupe, d'arrêter de faire de l'employé bénéfice. On le faisait jusqu'à ce moment-là. Même notre propre assurance groupe est faite en co-assurance, mais par une compagnie extérieure. Alors, les avantages de l'EIP, c'est clair que c'est une charge déductible pour la société, c'est pour le dirigeant, c'est pas un revenu fiscalisé, ça veut dire que il n'est pas soumis à l'impôt des sociétés, il n'est pas soumis à l'impôt des revenus personnes physiques, il n'est pas soumis aux cotisations sociales, donc ça fait évidemment quelque chose d'important. Je précise, ne respecte pas la règle des 80%, enfin respecte la règle des 80%, c'est important, parce qu'il y a une tentative d'évolution de l'administration fiscale, c'est-à-dire que
quand ça ne respecte pas la règle des 80%, la prime non seulement n'est pas déductible pour la société, mais devient un ATN pour le dirigeant. Donc c'est ce que j'appelle aussi la double peine, parce que la société ne peut pas dire, mais c'est taxé de l'autre côté. Donc c'est un point qui est évidemment très important sur le respect de la règle des 80%. À ce niveau-là, c'est encore devenu plus important. Petit rappel de la taxation au terme. Taxation au terme, on a deux types de retenues. La retenue INAMI 355 et la solidarité, je l'ai mis à 2%, parce que de toute façon, elle va passer à 2% pour tout le monde à partir de 2027 pour tous les types de contrats, voire même 4% pour une partie des réserves si les montants sont importants. Et dans le cas d'une EIP, je pense que tout le monde est au moins à 2%. Et puis à côté de ça, on a une taxation forfaitaire. C'est évidemment la grosse différence par rapport à l'impôt sur les revenus d'activité professionnelle. Ce n'est pas un taux progressif, c'est un précompte qui est appliqué de 10 ou de 16,5 en fonction de l'âge et en fonction du fait de savoir si oui ou non on est professionnellement actif au cours de 3 dernières années. C'est clair, ça fait quand même une différence. J'étais ce week-end à la fête de prise de pension de quelqu'un qui est très clairement en pension anticipée. Je lui ai demandé s'il avait pris sa pension légale, il m'a dit oui. Ce qui répond à toutes les prescrits pour toucher sa pension légale. Je me suis dit, ça a dû faire mal du côté de l'EIP, parce que je connais le gaillard, je sais bien que l'EIP, il l'a pratiqué très bien. Ça a quand même dû, il a fait son calcul, et puis je pense qu'il a surtout envie de quitter la Belgique, et donc voilà. Alors, pour l'EIP, en soi, la formule ne change pas, mais il y a quand même des choses sur lesquelles il faut attirer l'attention parce qu'ils sont spécifiques. C'est notamment la question de la rémunération et notamment la question du nombre d'années prestées ou restant à prester. Je rappelle aussi, parce que c'est un truc, c'est la pension, quand on parle de la pension extra-légale en capital, c'est les années, la pension qui va être constituée ou qui est constituée ou qui va être constituée dans le futur sur base des primes annuelles prévues. Alors, la rémunération annuelle brute, et c'est la rémunération professionnelle, on laisse de côté tout le reste, tous les autres types de revenus, régulière et mensuelle. Ça, c'est un point sur lequel l'administration aussi devient de plus en plus stricte. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qui se dit, tout ce que les comptables savent qu'ils doivent faire, il y en a encore qui, tout d'un coup, au mois de novembre, au mois de décembre, tout d'un coup, ont une augmentation du revenu mensuel parce qu'ils se rendent compte que les revenus de la société sont quand même beaucoup plus importants que ce qui était prévu. Et donc, on essaye de. Donc voilà. Logiquement, si c'est un changement qui intervient sur les 2 derniers mois, on ne peut pas tenir en compte. Il faut tenir compte de la rémunération accordée pendant les 10 premiers mois. Les ATN, les avantages de toute nature, de type voiture, loyer, GSM et tout ça, c'est pris en compte si c'est attribué mensuellement. Aussi, c'est un changement chez les comptables. Le paiement des cotisations sociales, fatalement, comme elles sont trimestrielles, le fisc ne demande pas qu'on les paye mensuellement. Donc voilà, ça c'est pris en compte, c'est aussi accepté comme élément de la rémunération. C'est vraiment un truc sur lequel le fisc devient de plus en plus strict quand ils font des contrôles, c'est la régularité de la rémunération. Et comme on a tendance à essayer de trouver tous les moyens possibles de rémunérer le dirigeant, il faut faire attention à ce que ce ne soient pas des éléments de rémunération qui soient occasionnels ou qui soient annuels. Parce que l'administration fiscale rejette cette partie-là de la rémunération. Le nombre d'années, c'est ce qui a déjà été presté dans la société, ce qui reste à prester jusqu'à l'âge de la pension légale. Alors c'est vrai qu'avant on avait pas mal de contrats de type EIP jusqu'aux 60 ans, parce que comme on raccourcissait la durée, le nombre de primes à payer, on avait des primes déductibles plus importantes. C'est-à-dire que là aussi, l'allongement des contrats, parce que les compagnies d'assurance sont occupées à revoir les portefeuilles avec des gens qui ont des contrats jusqu'à 60, 61 ans, tu peux les prolonger jusqu'à 66, 67 ans, ça va avoir un impact évidemment sur
le nombre de primes à payer et donc là aussi la carrière, hein, et avec la possibilité pour le nombre d'années prestées, c'est de récupérer jusqu'à 10 ans d'activité avant la création de la société, même si c'était une activité sous statut employé. Donc ça c'est, je pense, un classique. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que le passage en société dans pas mal de groupes professionnels se fait beaucoup plus tôt qu'avant. Avant, c'était, je vais prendre le cas des pharmaciens, c'était pratiquement, je prends ma pharmacie en personne physique, je l'amortis pendant 10 ans, quand j'ai envie de l'amortir, je passe en société. Maintenant, le problème, c'est que les pharmacies sont déjà en société, donc c'est un peu difficile d'en racheter une en personne physique. Donc, on fait quoi? On crée un holding qui va racheter des parts de la société d'exploitation et choses du genre. Donc, on voit vraiment, et même dans les autres professions, chez les kinés et autres, on voit un passage qui est beaucoup plus rapide qu'auparavant. De kinés qui passent en société entre, je sais pas, quasiment soit tout de suite, soit pour l'entour d'être content quand on voit. Il faut savoir que, hein, tout ce que vous avez entendu, le gouvernement a commencé à se rendre compte qu'il s'est quand même un peu mis une balle dans le pied avec cette histoire-là, parce que tout le monde passe en société. Et notamment, une des mesures, je pense que j'en reparle, hein, c'est qu'on va remonter, pour cette année-ci, le seuil de revenu attribué aux dirigeants d'entreprise pour bénéficier du taux d'imposition investi pour les sociétés. Donc, jusqu'en 2017, c'était 36 000 euros. En 2018, c'est 45 000. Maintenant, on passe à 50 000 euros pour bénéficier du taux réduit pour les sociétés. Donc, ça va aussi, j'espère qu'ils vont aller dans cette tendance-là de plus en plus, parce qu'ils se rendent compte que les cotisations sociales qui disparaissent, l'imposition qui disparaît. Donc, il y a quand même des limites. Alors, quand on met une nouvelle EIP en place, il y a un certain nombre de documents à fournir, hein, une IDD, d'analyse des besoins pour le deuxième pilier, une proposition d'assurance et évidemment des informations sur les contrats d'assurance pension existants. Alors, si tous les contrats sont chez nous, dans le jury, on a tout ce qu'il faut, mais si on se retrouve avec des gens qui ont des contrats ailleurs, il y a soit des avenants au contrat, hein, qui sont une bonne source, soit éventuellement un extrait de MyPension qui peut donner la situation des contrats conclus auprès des autres sociétés. Si le client, on envoie une offre, s'il accepte l'offre, pas oublier qu'il y a encore 2 éléments administratifs. Alors c'est lourd, mais il faut passer par là. C'est la déclaration des bénéficiaires effectifs, hein, l'UBO, et le copie de carte d'identité, puisqu'on doit identifier. Alors, on essaye maintenant, on a pour toutes les souscriptions de contrats de type PLC Socracy ou P systématiquement la carte d'identité, sauf s'il a été transmise très récemment. Mais bon, on a des gens qui ont souscrit leur PLC SOC il y a 15 ans, 20 ans, et qui tout d'un coup décident de passer en société. On a un jour reçu une copie de carte d'identité, c'est pour ça qu'on la redemande au moment voulu. Alors, par la suite, il reçoit son avenant avec sa réserve. S'il a reçu s'il a effectué un paiement, il reçoit une fiche d'info et l'attestation fiscale. Et puis, ça, on va bientôt arriver dans cette période-là, hein, et on essaie de le faire plutôt, même si l'administration fiscale nous facilite à demander la tâche. On va lancer les demandes de vérification de données pour voir comment les revenus de l'indépendant ont évolué, sacrifié par rapport à la. Historiquement, on fait partie des premières compagnies d'assurance qui faisaient un contrôle de la règle 80% chaque année. Nos clients depuis 2002. Donc voilà, mais maintenant ça devient de plus en plus nécessaire. Et notamment, c'est clair que ce stade-ci, il y a des clients qui bougent, puisqu'ils montent le comptable toujours. C'était toujours.fr, leur limite des 45 €, mais il y en a des séries qui vont en disant ça vaut la peine en fonction des revenus de la société, de
d'augmenter les revenus de l'indépendant. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le fisc ne nous arrange pas vraiment parce qu'ils viennent de reporter de 15 jours les dates limites pour les déclarations d'impôts. Donc, c'était toujours le truc que les gens disaient, oui, tu dois faire ma déclaration. Alors, il avait dit 1er octobre, bonne chose. Et allez, hop, dès le 2 octobre, ils auront tout. Ben non, ils viennent de retarder ça du 1er au 16 octobre, ce qui va embêter, mais on va avoir le rush sur la fin de l'année. Alors, l'évolution du portefeuille, ben, c'est clair qu'il y a la société de nouvelle affaire, mais l'importance du suivi en fin d'année, du suivi du portefeuille existant, on a, l'année passée, je pense, encore un client qui a payé sa prime IP en janvier, il a payé en décembre. Et il n'avait pas d'exercice décalé, donc voilà, c'est un peu. Et ça, maintenant, c'est le genre de truc que le fisc. Alors, c'est embêtant pour lui et pour nous. Parce que lui, il a perdu une prime, des déductions d'une prime, nous avons perdu l'encaissement d'une prime aussi. Pierre, une question. Si jamais un client donc, cesse son activité et il a une IP, il doit directement le déclarer. Et il y a un décompte qui se fait, ou bien un décompte se fait l'année d'après, ou bien. Il faut savoir ce qu'il appelle fait de l'activité. S'il prend sa pension. Oui, enfin, oui, ou bien arrête son statut, n'importe. Oui, c'est pas la même chose. Oui, S'il voilà. prend sa pension, on liquide le contrat. Voilà. S'il arrête son activité, enfin, l'activité de sa société, ben, le contrat reste là, il n'y a plus de versement, mais le contrat va continuer jusqu'au moment où il prendra sa pension, on liquidera au moment de la pension. On liquide au moment de la pension, et donc ben, on a des gens qui arrêtent leur activité, revendent leur société, mais ne prennent pas nécessairement leur pension légale immédiatement. J'ai cité le cas tout à l'heure de celui qui revend une société et qui continue à travailler dans une autre. Ben, son contrat UIP dans cette première société va continuer jusqu'au moment de sa pension. D'abord, il n'y aura plus de prime versée. Et il ne peut pas prendre possession de son argent, non. Ou bien c'est pas. Ça va être une avance, oui, mais pas plus. Mais pas. OK. La pension anticipée, s'il prend sa pension à 62, 63 ans, parce qu'il rentre dans des règles pour, hein, mais bon. Alors, pour la CPTI, ben, c'est la petite nouvelle qui n'est pas vraiment bien connue de la part des indépendants ni des comptables. Hein. Il y a encore régulièrement des comptables qui pensent que la CPTI, ce n'est pas du tout intéressant. On a quand même quelques dossiers qui montraient l'inverse. Alors, le groupe cible, ce sont les indépendants qui ont des revenus en personne physique. On présente régulièrement la CPTI comme l'EIP pour indépendance en société. C'est un peu la présentation qui a été faite. Ça concerne les indépendants à titre principal ou à titre complémentaire, mais les indépendants à titre complémentaire, les cotisations sociales. Bah alors, cumulable avec un PCI, du coup. Bien sûr, bien sûr. Mais vu le rendement fiscal de la SPCI, puisque là on est auto-marginal, je dis toujours, et ça c'est dans Optimum Pension, on met clairement, on a repositionné, on a adapté l'Optimum Pension pour la CPTI, parce qu'Optimum Pension existe depuis 2012, mais c'est bon. On l'a adapté au moment où la CPTI est arrivée pour insérer la CPTI. Alors là, si on regarde les deux, c'est clair qu'en termes d'avantages fiscal, la PSI est plus intéressante, mais en termes de montant, il y a la CPTI qui peut être beaucoup plus intéressante. Moi, un cas que je connais bien, c'était une fille, une pharmacienne qui était à côté de moi au labo, qui en 40 ans s'est fait 200 000 € de capital pension. Alors, oui, c'est vrai que c'est moins intéressant que la PCI, mais sur 40 ans, la PCI, c'était 18 000 €. Alors, c'est vrai que c'est 50%, mais 50% sur 18 000 ou 30% sur 200 000, voilà. Hein, son comptable m'a dit bien merci. Parce qu'elle m'avait appelé en me disant je vois que j'arrive au bout et qu'est-ce que je peux faire? Et elle n'était pas en société. Elle dit écoute, tu peux faire une CPTI. J'ai fait le calcul. Après, Sylvie m'a dit merci du filon. Je ne pensais pas qu'on pouvait déduire des montants pareils. Donc, c'est quand même en soi, ici, sur notre portefeuille actuel, qui est pas gros en CPTI parce que c'est pas assez connu, mais il faut savoir que la prime moyenne, elle est du même ordre que la prime moyenne sur les IP. Croire que c'est. Alors évidemment,
c'est clair que si on a une CPTI pour quelqu'un qui a 45 ans, la prime va être relativement faible, mais on a des CPTI pour des gens qui sont à 57, 58, 59 ans, des gens qui nous sont professionnels, qui ont amorti leurs investissements, patati patata, qui ont des revenus qui décollent, ben, ça reste une bonne solution. Il y a des comptables qui les poussent en société, il y a des gens qui sont clairement réticents. Et je pense que tout ce que le gouvernement est la tendance, l'inversion qu'on voit ici, on va freiner la création de société. On veut freiner, clairement, c'est marqué dans les textes, c'est freiner la création de société quelque part. La CPTI va revenir plus dans les pictures que avant. Alors, la CPTI, c'est un contrat des mesures publiques, c'est la légalisation, hein, il n'y a rien de nouveau. En termes de fiscalité, fatalement, la prime maximale, il n'y a pas un maximum absolu, c'est individualisé. Hein. Ça peut chiffrer. On a une taxe sur prime comme pour l'OIP. L'avantage fiscal ici, il est de 30% versus les 50% de taux marginal pour la PLCI, mais bon, avec une grosse différence au niveau de la prime. En termes de taxation au terme, on a les revenus de solidarité, les revenus INAMI solidarité, je dirais comme tout, hein, parce que la PLCI, on est aussi à 3,55 et 2%, donc ça ne change pas. La différence ici, c'est qu'on a un précompte professionnel unique et qu'en fonction des... alors, il est prévu aussi qu'il puisse être de 16,5, mais concrètement, il n'y a personne qui peut rentrer dans les conditions pour avoir 16,5, donc c'est toujours 10%. Donc ça, c'est quand même une différence. Alors, quand on calcule la règle des 80% pour la CPTI, on a le même genre de choses que pour l'UP, mais avec quelle différence? La différence est comportée sur le revenu de référence, le revenu qu'on va utiliser pour faire le calcul. Elle va être comportée sur la carrière, puisque la CPTI n'est entrée en vigueur qu'en 2018, donc on ne va prendre que ce qui s'est passé depuis 2018, on va oublier tout ce qui s'est passé avant. Dans les premières années, on se disait, hein, mais à partir de 2028-2029, on pourra faire des bacs services sur la CPTI qui tiendront compte de ça. Ça commencera. Alors, les premières années, ça semblait tout à fait grotesque de parler de bac service, puisqu'on avait 1 an, 2 ans. Maintenant, on commence à pouvoir, on a déjà 7 ans, donc on a commencé à. Hein, et donc, à partir de 2029, ça dira, oui, mais on pourra tenir compte des années avant le changement, avant de devenir indépendant. Donc, quelqu'un qui est employé depuis 2018, qui devient indépendant, qui est devenu indépendant en 2024, et en 2034, dans sa PPTI, pourra tenir compte d'un bac service depuis 2018. Donc, c'est des choses qui nous semblent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a le point zéro, c'est 2018. Ça va petit à petit, aujourd'hui, quand on fait un calcul en tenant compte des années depuis 2018, là, il y a quand même des choses plus conséquentes. Je me souviens, en 2019, on s'est amusé à faire le calcul pour 2 ou 3 clients. On a dit non, en 2019, ça sera bon, ça sera plus. Il faut faire le calcul. Et il y aura un changement aussi du fait que le fait que ça a commencé en 2018 va avoir un impact aussi sur la pension extra-légale, la pension complémentaire générée par les autres contrats de type PLCI, PLC-SOC. Alors, si on regarde la question des revenus de référence, fatalement, un indépendant sans société n'a pas de rémunération. Il ne se paie pas un revenu, il a un gain qui est lié à la différence. Donc, on peut parler, la question de la régularité, on oublie, on est d'office sur quelque chose d'annuel, et on va prendre son revenu, et on va prendre la moyenne du revenu des 3 dernières années, hein, donc ça défie des revenus de 2022 à 2024, des revenus professionnels, là aussi on exclut les autres revenus de type immobilier, moins les frais professionnels, mais en ne déduisant pas les cotisations sociales et les cotisations PLCI. Alors, il faut savoir que depuis quelques années, au départ, les cotisations sociales et les cotisations PLCI étaient comprises par les comptables, ils tapaient ça dans les frais professionnels. Ça rentrait sur le code des frais professionnels. Maintenant, il y a dans la déclaration
un code particulier pour les cotisations sociales, auquel on doit ajouter, on peut ajouter les primes PSI. Donc maintenant, on a clairement, je dirais, des frais professionnels nettoyés. Les premières années, on devait régulièrement, et on doit encore demander, quand quelqu'un nous communique ses frais professionnels, c'est savoir est-ce que vos cotisations sociales sont comprises dans les frais professionnels ou pas. S'il répond non, il n'y a pas de problème. S'il répond oui, il faut quand même lui demander le montant des cotisations sociales et le montant de la prime PSI pour qu'on l'ajoute, parce que ça peut faire évidemment une différence importante. On prend la moyenne des trois dernières années, évidemment, on va faire que s'il y a des changements, et je rappelle que 2020 fut une année un peu rock'n'roll pour pas mal de gens, hein, y compris dans les prestataires de soins. Donc, quand on a eu la 2020 qui est rentrée dans le paquet de la moyenne, c'était pas particulièrement favorable. Ici, bon, ben, on en est quitte 2022-2024, on n'a plus d'épisodes Covid, de choses de ce genre-là. Hein. Alors, si quelqu'un veut faire une CPTI et qu'il a moins de 3 ans d'activité comme indépendant, on peut faire un calcul sur le nombre d'années réellement exercées, mais bon, les traitements, les CPTI, ouais, qu'on se retrouve si quelqu'un qui vient de devenir employé, qui est près de vient de devenir indépendant, qui est près de l'âge de la pension, il y a peu de chances qu'on puisse tirer grand-chose. Nombre d'années d'activité, je l'ai dit, on va se limiter à ce qui s'est passé depuis 2018. Donc, actuellement, on est à 7 années d'activité. Hein, dans le futur, on prendra tout ce qui est tout ce qui est comme indépendant avec éventuellement un bac service et on va voir jusqu'à l'âge de la pension légale. Quand on parle des autres pensions complémentaires, là, ça se corse un petit peu, puisqu'il faut qu'on voit ce qui a été constitué aussi entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024. Donc, une manière de faire, c'est de demander des avenants fin 2017 ou de demander ou éventuellement un extrait MyPension, mais MyPension ne donne pas l'historique. C'est éventuellement si quelqu'un a sauvegardé ses extraits MyPension d'année en année, là on peut les utiliser. Mais évidemment, ça fait une grosse différence, hein, parce qu'on ne prend, pour les gens qui ont 20-25 ans d'activité, on ne prend que les 7 dernières années, ça dégage pas mal de possibilités. Alors, le principe reste les mêmes, si ce n'est qu'on n'a pas l'UBO, puisqu'on n'a pas de structure tierce, donc c'est avec la copie de sa carte d'identité, on a l'élément suffisant, et puis chaque année, il va recevoir l'état de son contrat, et on va lui demander, évidemment, quelqu'un qui a souscrit un contrat, on va lui demander de faire l'actualisation, de transmettre. Ici, on a les revenus 2022-2023, on va lui demander de nous transmettre les revenus 2024 et les frais 2024 et de nous donner un update de ces contrats pension pour voir comment sa carrière et ses revenus évoluent. Hein, je l'ai mentionné, pour nous, la prime moyenne sur un EIP, c'est la même que la prime moyenne, une CPTI, c'est la même que pour la prime moyenne sur une EIP. On ne peut pas dire d'abord EIP et puis la CPTI. Et on a des groupes professionnels où, par exemple, au logopède, où le passage en société n'est pas du tout intégré, pas du tout présent. Pas du tout. Il n'y en a pas, hein, mais c'est vraiment à l'inverse de groupes comme les pharmaciens ou les kinés, c'est pas le. Donc voilà. Alors, je vais terminer par un point qui est très important, c'est un avantage spécifique de Curalia en matière de IP et CPT. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé de la règle des 80%, c'est marqué dans le slide, je vous en donne le slide, il est prévu, quand on parle du capital constitué par la pension complémentaire, il est prévu que 20% de ce capital vient de la participation bénéficiaire. C'est partie des choses qui datent de la circulaire originale de ce qui s'appelait justement groupe à l'époque, hein, dans les années 80, où on prévoyait que si on doit, si la pension complémentaire peut générer un capital de 100, eh bien, il y en a 20 qui viennent de la participation bénéficiaire. Ça veut dire que les primes ne vont générer que les 80. Alors évidemment,
Ça a un impact, évidemment, on ne calcule pas sur 100, on calcule sur 80, donc les primes déductibles pour constituer ce capital vont être plus basses. Hein. Le fisc calcule ça, il dit que le montant à constituer par 1,2 pour avoir ce qui peut venir des primes. Alors, évidemment, je l'ai dit, depuis 2015, nous avons des contrats de deuxième pilier qui sont des contrats de type Curanova. On n'a pas cet engagement à long terme sur les taux d'intérêt, comme on l'avait historiquement dans les années 80 et comme on l'avait dans les contrats à garantie horizontale. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit que ça pose évidemment un problème sur le calcul de la règle des 80% et nos EIP. À l'époque, on n'avait pas la CPTI, puisque, fatalement, comment est-ce qu'on va calculer le capital au terme, puisqu'on a un intérêt qui n'est garanti que pour 1 an. À la limite, on aurait pu se retrouver à dire, oui, l'année prochaine, l'intérêt, il est de 1%, et l'année d'après, c'est 0%. Donc, on ne prend qu'une année d'intérêt, et puis on s'arrête là. Bon. Nous avons eu de longues discussions avec le fisc, quand même, n'était pas tout à fait d'accord qu'on dise qu'on va donner un intérêt pendant 1 an, et puis après ça, on ne va plus rien donner. Je trouvais que c'était quand même un peu estreux de notre part. Et donc, le ruling fiscal que nous avons obtenu nous permet d'utiliser pour le calcul de la règle des 80%, non pas les 20% de participation bénéficiaire, mais nous prenons comme part de la PB, la dernière PB connue. Donc aujourd'hui 1,1%. Évidemment, quand vous divisez le capital à obtenir par 1,01, ah oui, donc c'est 1,011, au lieu de diviser par 1,20, le capital qui peut être obtenu par les primes, il est beaucoup plus élevé. Et donc, les primes déductibles sont beaucoup plus élevées par rapport à ce qui se fait sur les contrats à garantie horizontale. Hein? Ça, c'est un élément, j'ai pris ici l'exemple, le truc, c'est tout bête, c'est 100 000 euros, enfin, ça marche aussi pour 24 332 euros, hein, l'impact sera le même. Donc, c'est clair que c'est un avantage concurrentiel très important par rapport à ce que proposent les autres compagnies. Alors, on a quelqu'un on a des gens qui vont nous aider, je suppose, à faire tous ces calculs. Oui, alors le calcul, votre job, c'est de ramener les infos. C'est déjà bien. Hein. Il y a déjà de quoi s'amuser. Il n'est pas là aujourd'hui, enfin, il n'est pas présent aujourd'hui dans l'équipe de Carmen, l'équipe vie. Il y a Dieter Bellings, qui est l'homme de la règle des 80%. Non, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que c'est le gars qui maîtrise le mieux le calcul. C'est lui qui gère le suivi des calculs. Alors, il y aura pas de défi, il y aura un assistant qui est Steph, qui n'est pas là non plus, parce que lui, il est en congé. Et donc, Dieter est quelqu'un qui est bien connu chez les comptables, hein, dans notre réseau de comptables. Pourquoi ? Pour le sérieux de la démarche. Hein, il y a les commerciaux, il y a les techniciens, il y a les technico-commerciaux. Dieter est clairement le technicien. Hein, et quand un comptable a un contact avec Dieter, il sort en disant, bon, si Dieter Bellings a dit que, ok, c'est bon. Je pousse un peu, mais c'est quand même, il a il est considéré par les comptables avec lesquels on travaille habituellement comme étant. Je vais le présenter même du sujet de celle-là. Oui, bien sûr. Comptable avec qui on va dîner en fin d'année. Là, ce fameux événement dont vous avez parlé, enfin, il y a des comptables avec les contacts que nous avons. L'éditeur a eu l'occasion de présenter ça, il est pris très au sérieux. Maintenant, là où c'est important pour nous, c'est de retenir qu'on a un argument commercial de valeur, c'est que s'il va y avoir Curalien, s'il va y avoir la concurrence, ben, indéniablement, il aura la possibilité de verser un montant plus intéressant chez nous que dans une autre source. À la limite, c'est important. Discuter de cela est beaucoup plus intéressant de commencer à discuter des frais. Oui, j'ai pas parlé de la taille des frais chez nous. Les frais sont dégressifs par état. Bon, je ne vais pas. Le but, c'est déjà de pouvoir avoir un calcul. C'est déjà la personne sur pied pour faire un calcul. Après, il faudra le vendre. Mais cet élément-là est super intéressant. Ça arrivait quand même régulièrement qu'on
on arrive avec deux offres, une offre de chez AG ou autre, et bah oui, comment ça se fait que vous n'avez pas... Parce que la question vient, hein, Voilà, vous avez reçu les mêmes informations chiffrées, et vous arrivez avec 98 000, et l'autre arrive avec 83 000. Ça vient de où? L'explication, elle est là. Hein, et donc, ce ruling fiscal est un élément très important dans notre position concurrentielle sur ce marché. Et c'est quelque chose qui est repris dans un dossier, ça, ou bien... C'est repris dans un dossier. Je ne sais pas Donc, d'explication. c'est pas mentionné. Non, c'est le genre de choses que je n'ai pas envie d'aller mettre sur notre site. Non, il faut être plus info avec ça. Non, il ne faut pas. Non, ça doit être de la négociation, ça. Ça, c'est vraiment un point. Tout est dans la négociation. Non, mais dans la discussion avec le client. Non, mais dans la discussion avec le client, c'est clair. Pouvoir dire, dans le passé, les comparaisons de règles de calcul des règles de 80%, moi j'en ai fait quelques-unes, qui nous avons toujours été très prudents dans les règles de 80%. On a eu 3 procès. Nos clients, on a eu 3 procès pour nos clients avec le fisc, gagnés tous les 3. Mais on a toujours dit, on était les premiers à faire les calculs à règle de 80% tous les ans. On était très prudents. Moi, j'ai vu des compagnies où on disait, mais le contrat Inami, on ne s'en tient pas. Dans le autre contrat Inami, on les trouve. Attendez, depuis 2004, le contrat Inami, c'est une convention sociale de pension, ça rentre dans la loi sur les pensions complémentaires, il n'y a aucune raison de l'exclure. Avant 2004, c'était une législation différente, mais depuis 2004, il n'y a pas à chipoter, c'est comme ça. Mais j'ai vu, jusqu'en 2012-2013, des boîtes où, évidemment, tu as un pharmacien qui a un contrat Inami bien achalandé, tu retires 120-140 000 euros de capital constitué, ça fait évidemment une grosse différence. Or, quand vous êtes arrivé de pointe, je vais pointer ça à certains comptables, disant, écoutez, ça, oui, vous pouvez dire à votre client de souscrire là, et vous demandez à l'assureur de mettre sur papier qu'il me défend contre l'administration fiscale. C'est un peu vague de ma part, mais voilà. Et je dis, 3 procès gagnés tous les 3. Un qui était relativement emblématique, c'était déjà à l'époque sur le split de société, revenu de société. C'était pas déjà avec C'était bien déjà avec Guy. Déjà avec Guy, oui. Voilà. Est-ce que respecter le fait? Oui, c'est efficace. Pas peu de choses. Bravo. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, bien sûr. Faut pas. Et notre rôle dedans. Envoyer les documents. Je sais pas, oui, ça avant. C'est avant. D'accord. Donc le principe, c'est que les formations